production Les Podcasteurs. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, je suis toujours Marie-Robert. Depuis maintenant plus de 2 ans, j'ai une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, sur les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble notre désormais traditionnel petit pas de côté. Il y a un livre que j'aime profondément, un livre que m'a offert une amie et qui ne cesse de me bouleverser. Cet ouvrage se nomme « Les printemps ». Il est écrit par Adrien Parlange et invite, au fil des pages, élégamment et poétiquement illustré, à observer le temps qui passe. Un jour, on est un bébé, lové sur une couverture jaune, et comme de rien, on se retrouve au grand âge, dans la verdure d'une dernière page. Adrien Parlange s'empare de ce constat universel pour le condenser dans un album plein d'encoches et de lucarnes, comme des miettes de mémoire, de petits flashs indélébiles, des oublis aussi, parce qu'ici, la mémoire peut être une passoire, avec des trous de losange. Le nourrisson qui dort en chien de fusil sous le titre ne se souviendra de rien jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais Adrien Parlange a conçu son ouvrage pour cela. Parler des traces, des étapes, des détails qui marquent. Parler de nos passages. Son héros grandit. À 5 ans, il accroche une guirlande aux branches d'un noyer. À 13 ans, au fond de la classe, il a la tête ailleurs. À pas chassé, à petits bonds, il saute par-dessus les haies, par-dessus les ans. Parfois, il compte de 2 en 2, parfois de 4 en 4, selon les événements qu'il veut célébrer. Les ricochets le mènent jusqu'à l'âge de 85 ans, avec enfants et petits-enfants. Tout voyage dans le temps suscite des petits serrements de cœur. Et surtout, ce voyage nous incite à penser l'une des plus énigmatiques des questions. Qu'est-ce que l'enfance ? Quelle est la part d'enfance en nous ? Comment se délimite-t-elle ? Est-il seulement possible de répondre à tout cela ? C'est à cette tentative que je vous propose de nous consacrer dans le podcast du jour. Sans doute êtes-vous nombreux à connaître la nouvelle de Francis Scott Fitzgerald nommée « L'étrange histoire de Benjamin Button ». Nous sommes en 1860, dans le Baltimore d'avant-guerre. Mr. et Mrs. Roger Button occupent une situation plutôt enviable. Leur enfant à venir s'apprête à voir le jour dans l'hôpital de la ville. Mais celui-ci, qu'ils baptiseront Benjamin, ne correspond pas tout à fait à leur légitime attente. Et oui, l'enfant naît avec l'apparence d'un homme de 70 ans. Les premières années seront difficiles pour l'enfant, ridé et rejeté par tous, jusqu'à l'université qui refuse son inscription. Je vous laisse découvrir la suite, si vous ne la connaissez pas, mais vous l'avez compris. Toute la représentation que nous avons de l'enfance se dévoile ici. Littéralement, l'enfance correspond à une phase du développement humain, physique et mental qui se situe entre la naissance et l'adolescence. À ce champ temporel plutôt large, que nous venons d'identifier,
s'ajoute un ensemble de représentations, d'attitudes, d'images qui nous permettent finalement de reconnaître un enfant et de le distinguer assez facilement d'un adulte. On pense au visage poupon, aux mains maladroites, aux petits pas. On pense au rire à gorge déployée et aux besoins spécifiques qui supposent que l'adulte y réponde. L'enfance est cette période que certains perçoivent comme insouciante, d'autres angoissante ou vulnérable. Des critères physiologiques se mêlent à des critères historiques et psychologiques. Pour y voir un peu plus clair dans cette affaire, il faut s'intéresser à l'histoire des mentalités. C'est précisément à cette tâche que s'est consacré Philippe Ariès en 1960 à travers sa très célèbre Histoire de l'enfance, qui est difficilement séparable d'une histoire de la famille. Rappelons quelques faits notables. Au Moyen Âge, jusqu'au XVIIe siècle, dans le cadre de grandes maisonnées où vivent les familles élargies, l'enfant n'a guère de spécificité. En fait, à ce moment-là, il est perçu comme un adulte en réduction, et on se soucie assez peu de protéger son innocence ou sa personnalité. Dans le meilleur des cas, on l'aime pour ses fantaisies, comme une sorte de petit animal. C'est ce qu'on appelle le mignotage, dont certaines pages du journal d'Héroard ou des lettres de Madame de Sévigné nous donnent une idée. On y voit les jeux et les facéties, parfois même paillardes et impudiques, auxquels les adultes se livrent avec les petits-enfants. Alors forcément, dans un tel contexte, la mort des plus jeunes est en général vécue avec une sorte de fatalisme, une sorte de détachement, du moins en apparence. À partir du XVIIIe siècle, dans la bourgeoisie ou la noblesse éclairée, la famille change de structure. Elle devient un peu plus intime, un peu plus étroite. On la qualifie de ce qu'on appelle aujourd'hui nucléaire, parce qu'elle est réduite au couple parental et à ses enfants. C'est en son sein que se produit la découverte de l'enfance, qui est une des grandes mutations des comportements et des sensibilités. Chaque enfant y est désormais perçu comme un être unique et choyé. Il a des relations tendres, continues, privilégiées, avec sa mère et souvent avec son père. Son éducation se fait attentive, inquiète, personnalisée. Il ne s'agit plus seulement de redresser des mauvais penchants qui caractérisent l'état d'enfance dans les siècles passés, mais de préserver ce qu'il peut y avoir en lui de spontanéité, d'innocence. Ce nouveau courant, qui s'inscrit dans l'optimisme de la culture des Lumières, se manifeste par une abondante littérature administrative, morale, médicale et même philosophique. Évidemment, tout cela culmine avec le succès de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau en 1762. Outre la famille, l'école, qui contribue à façonner l'enfant, change peu à peu aussi. L'étude des institutions scolaires et de leurs règlements révèle, à partir du XVIIe, la volonté des élites morales et intellectuelles de préserver l'innocence des enfants, pour les éduquer selon les principes de la religion et de la morale. C'est ainsi que se structure à peu près notre actuelle conception de l'enfance, séparée du monde des adultes par l'école et protégée par une famille qui se doit d'être attentive. L'histoire, dans les grandes lignes, est passionnante et nous donne des indications sur la perception de l'enfance. Mais qu'en est-il en philosophie ? Que pensent les philosophes de l'enfance ? Est-ce un objet d'étude comme les autres ? C'est curieux car l'enfance ne fait pas partie des thèmes classiques de la philosophie. Pourtant, tous ces thèmes, que sont le désir, l'autorité, la liberté, ne valent que dans la mesure où ils se rapportent au même objet, l'homme. Mais alors comment répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?» sans prendre en compte le fait, simple et évident, qu'avant d'être un homme, il faut avoir été enfant. L'homme, c'est celui qui a d'abord été enfant, qui ne l'est plus et qui est sorti de l'enfance,
ou du moins qui pense en être sorti. Alors, qu'en disent les philosophes ? C'est bien simple. Pour Aristote, dans l'Antiquité, aucune personne sensée ne supporterait de retourner à ce stade. Aristote, très sévère, explique combien l'enfance est pour lui une période de vie végétative, dit-il, sans faculté de choix rationnel. Les enfants sont pour lui des êtres dont l'âme ne diffère en rien de l'âme des bêtes. L'enfant n'est que semence des états à venir ultérieurement. Son unique fonction est donc de grandir. Vous l'avez compris, pour Aristote, l'enfance en tant que telle est mise sur le même plan que les infortunes et autres coups du sort susceptibles de nous frapper. La vie que l'on a en étant enfant est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue, semble nous dire Aristote. Avec sa rationalité encore endormie, l'enfant ne fait qu'obéir à ses impulsions, se laisse guider par ses passions et ses emportements. Il est toujours en quête du plaisir, indifférent à sa valeur. Il est incapable de nouer de réels liens d'amitié, exactement comme les animaux ou les méchants. Aristote va plus loin encore et leur refuse même la faculté d'agir à proprement parler. Il écrit « Car pour nous, le petit enfant ou la bête n'agissent pas, et l'on n'agit vraiment que du moment qu'on passe par un raisonnement. » Bref, Aristote n'est pas tendre avec l'enfance et confirme, comme l'indiquait Philippe Ariès, que l'Antiquité est loin de considérer l'enfant comme le XVIIIe siècle le fera par la suite. Même son de cloche chez Descartes, qui est peut-être un peu moins sévère, mais qui persiste, en expliquant que les préjugés de notre enfance causent la plupart de nos erreurs. Lorsque nous sommes enfants, notre conduite n'est pas guidée par la raison, mais par la nécessité de combler nos besoins primaires. L'enfant naît démuni de tout et il est dépendant entièrement des autres. Il doit s'accrocher à la vie et survivre avant de penser à chercher la vérité. Donc la vie passe naturellement avant la pensée. Et cette recherche de l'utilité nous éloigne de la vérité. Elle pervertit les jugements. Loin des joues rondes et des rires enchanteurs, en philosophie, l'enfant semble cantonné à sa défaillance, à son absence de logique, qui pourtant caractérise un homme digne de ce nom. Pour Aristote, comme pour Descartes, l'enfance devient un sas, une salle d'attente, par laquelle il faut nécessairement passer. Elle se caractérise par la négative, par tous ses empêchements. Il faut attendre Emmanuel Kant pour que le monde de la philosophie reconnaisse une, je cite, « amabilité de la première enfance ». C'est lui, Kant, le tout premier, qui fait de l'enfance une période où une lumière nouvelle semble en quelque sorte s'éclairer. Il y a pour Kant un inédit de l'enfance. D'ailleurs, il rejette l'idée d'une nature désespérée, car même les actes des enfants sont volontaires, et ceux-ci doivent être vus comme si ils n'étaient pas moins responsables que les autres hommes. On avance un peu. Mais même si Kant réhabilite l'enfance, c'est chez Nietzsche qu'il se met enfin à exister une intelligence de l'enfance. Une intelligence qui, pour Nietzsche, n'a rien à envier aux adultes, au contraire. Nietzsche développe sa conception de l'enfance dans le tout premier chapitre du livre « Ainsi parlait Zarathustra ». Zarathustra s'est isolé des hommes pendant 10 ans pour méditer. Lorsque le livre débute, il a décidé de revenir parmi les hommes pour leur enseigner ce qu'il nomme le surhomme. Le premier discours que Zarathustra adresse aux hommes s'intitule « Des 3 métamorphoses ». Ces 3 métamorphoses servent justement à illustrer ce que l'esprit doit faire quand il prend conscience de sa condition. Il s'agit donc pour l'homme d'apprendre à vivre avec sa condition. L'esprit peut alors adopter 3 attitudes différentes et il peut aussi passer de l'une à l'autre, d'où l'enchaînement de 3 métamorphoses. Et donc, face à sa condition, pour l'accepter, l'esprit peut se faire chameau. Puis de chameau,
il peut devenir lion. Et finalement, de lion, il se métamorphose en enfant. Le chameau, le lion et l'enfant. Telle est cette étrange série de métamorphoses qui nous enseigne ce que Nietzsche considère comme étant la condition humaine. À la fin ultime de ces métamorphoses, ce qui nous révèle notre humanité, c'est l'enfant. Il écrit « Je vous énonce ces 3 métamorphoses de l'esprit, comment l'esprit se mue en chameau, le chameau en lion et le lion enfin en enfant. » Car, vous l'avez sans doute saisi, l'enfant symbolise pour Nietzsche l'âge des commencements. L'affirmation première. L'enfance, c'est le « oui » qui permet la création de nouvelles valeurs. Le surhomme, c'est exactement cela pour Nietzsche, celui qui est capable de se donner à lui-même ses propres valeurs. Cette création de valeurs est l'acte philosophique essentiel par lequel on échappe au nihilisme. Or, pour comprendre ce geste inaugural de la philosophie, c'est vers l'enfant qu'il faut se tourner. Que fait l'enfant que ne peut faire le lion ? Eh bien, il joue. Mais ce jeu n'a rien de ludique, ce n'est pas un simple divertissement. Au contraire, pour Nietzsche, c'est le jeu de la création. Par le jeu, l'enfant crée son monde. C'est sa volonté qui crée le monde. C'est alors son propre monde, pas celui des autres, pas celui des adultes, pas celui de la morale. Son monde à lui. Le jeu pour Nietzsche est comme la danse et le rire. Ce sont des puissances de transmutation, de renversement de valeurs. La danse transmue le lourd en léger, le rire change la souffrance en joie. Le jeu change le divertissement futile en chose sérieuse et essentielle. Voilà ce que nous enseigne l'enfant. L'adulte, lui, par manque d'instinct, ne voit pas certaines choses que l'enfant est capable de voir. Les premières étapes de notre vie ne sont pas du tout à apprécier seulement comme des transitions, écrit-il, car au contraire, elles exaltent des qualités de naïveté, d'originalité sans après. Grâce à Nietzsche et à ses métamorphoses, l'enfance est enfin totalement réhabilitée. Et on le comprend avec Nietzsche, on ne peut pas penser l'enfance dans un schéma évolutionniste. On ne peut pas la penser depuis l'âge adulte, car on perd une partie de sa substance. Mais à l'inverse, faut-il figer l'enfance dans un état spécifique ? L'enfance s'arrête-t-elle à un moment ? Et si oui, quand ? Qu'est-ce que l'état d'enfance ? Peut-on plutôt saisir des fragments ? C'est de cette façon que le philosophe contemporain Vincent Delacroix interroge l'enfance. Dans un texte bouleversant, habilement nommé « Leur enfance », il écrit, en tenant dans ses bras ses jumeaux nouveau-nés, « Leur enfance commence, et la mienne vient de se terminer pour toujours. » C'était faux, reconnaît le philosophe, car la nouveauté que porte la naissance bouleverse tout ordre ancien et fait des pères des fils tout aussi bien que l'inverse. C'est donc en se méfiant de 2 écueils qu'il tente d'approcher l'enfance. Le premier, c'est d'y chercher la trace de son propre passé. Le second, c'est de voir la promesse de ce qui sera. Vincent Delacroix préfère penser la naissance comme un processus continu et non comme un événement. L'enfance est pour lui un état qui n'a pas de fin, ni finalité ni borne. Et ces quelques réflexions sont joliment posées par le philosophe, qui entreprend alors d'approcher modestement leur enfance, à tâtons. Il essaye de capter le regard rêveur de son fils, l'agilité de sa fille fonçant vers la mer à 4 pattes, cette tour de Capla montée jusqu'à l'effondrement, et ces pages de livres déchirées, mangées jusqu'à plus fin. Tout cela lui donne des choses à penser. C'est ainsi qu'il tente de vivre l'enfance, en la vivant avec eux, dans un temps sans frontières. C'est poignant, n'est-ce pas ? Avant de vous quitter et de vous laisser cheminer à travers votre enfance,
je voulais vous parler du texte « Enfance » de Nathalie Sarraute. « Enfance » est un ouvrage autobiographique paru en 1983. Les chapitres sont à leur tour composés de bribes de récits, d'interventions, de l'autre voix. Ils sont divisés par des blancs. 2 grandes périodes se succèdent. Dans la première période, la petite fille vit à Paris avec sa mère et son beau-père. Les rapports avec sa mère sont complexes et difficiles. Ils se mêlent entre admiration, déception, crainte, culpabilité. Pendant les vacances, elle se rend fréquemment en Russie, chez des oncles maternels, ou une fois chez ses grands-parents paternels. Il arrive également que son père vienne la voir à Paris. Lors de l'un de ces séjours, il lui présente sa compagne, Vera. La seconde période s'ouvre avec un retour en Russie, en compagnie de sa mère, qui lui annonce qu'elle ne l'accompagnera pas à Paris et que la petite fille vivra désormais avec son père. Bientôt, Vera accouche à son tour d'une petite fille, Hélène, surnommée Lélie. Le fantôme de la mère reste longtemps présent. Mais l'enfant grandit, entouré d'exilés russes, apprend à lire, à écrire, découvre avec passion l'école où elle brille. Elle reverra une fois sa mère, brièvement, dans une chambre d'hôtel. Le plus troublant, c'est que rien dans la description de Sarraute n'est linéaire. Elle n'accède à son enfance que par bribes. Son livre est un ensemble de souvenirs parcellaires, de souvenirs incertains. Et c'est ça qui est passionnant. C'est peut-être ainsi que nous accédons à l'enfance, dans un brouillard qui nous fonde, un brouillard sans début et sans fin. Je vous en propose un extrait. Je regardais les espaliers en fleurs le long du petit mur de briques roses, les arbres fleuris, la pelouse d'un vert étincelant jonché de pâquerettes, de pétales blancs et roses. Le ciel, bien sûr, était bleu, et l'air semblait vibrer légèrement. Et à ce moment-là, c'est venu quelque chose d'unique, qui ne reviendra plus jamais de cette façon. Une sensation d'une telle violence qu'encore maintenant, après tant de temps écoulé, quand amoindrie, en partie effacée, elle me revient. J'éprouve, mais quoi? Quel mot peut s'en saisir? Pas le mot à tout dire, bonheur, qui se présente le premier, non, pas lui. Félicité, exaltation sont trop laids, qu'il n'y touche pas. Et extase, comme devant ce mot, ce qui est là se rétracte. Joie? Oui, peut-être. Ce petit mot modeste, tout simple, peut effleurer sans grand danger. Mais il n'est pas capable de recueillir ce qui m'emplit, me déborde, s'épand, va se perdre, se fondre dans les briques roses, les espaliers en fleurs, la pelouse, les pétales roses et blancs, l'air qui vibre, parcouru de tremblements à peine perceptibles, d'ondes, des ondes de vie tout court, quel autre mot? De vie à l'état pur, aucune menace sur elle, aucun mélange. Elle atteint tout à coup l'intensité la plus grande qu'elle puisse jamais atteindre. Jamais plus cette sorte d'intensité-là, pour rien, parce que c'est là, parce que je suis dans cela, dans le petit mur rose, les fleurs des espaliers, des arbres, la pelouse, l'air qui vibre. Je suis en eux, sans rien de plus. Rien qui ne soit à eux, rien à moi. Un extrait d'Enfance de Nathalie Sarraute. En attendant de vous replonger dans ce brouillard de l'enfance, je vous souhaite de savourer cette vie à l'état pur, cette vie qui vient et qui deviendra. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.